Ngô, c'est quoi? Le vrai niaiseux. Alors, pour les gens qui veulent bien prononcer, venez à mon atelier. Bon, alors, sans plus tarder, je vais sonner la clochette et puis pour bien accueillir notre frère enseignant, je vous demande de vous lever et puis de bien saluer. Mais oui, oui. Je vais sonner la clochette. Oui. Je vais sonner la clochette. C'est pas pour Tengo, c'est pour le corps de l'enseignement. Bon. D'accord? Pas pour moi, malheureusement. Veuillez vous asseoir et notre frère, cher frère Tengo, on a préparé quelque chose pour vous. Alors, asseyez-vous. Cadeau? Oui, Oui. oui, oui. Bon. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Moi? Oui. Alors, je vais être à la cloche et je vais inviter 3 sœurs et 3 frères qui seraient volontaires à représenter la Sangha, à présenter le chant qu'on a pratiqué hier, Namo Avalokiteshvara. Oh, c'est ça, le cadeau. Et en même temps, c'est une pratique de faire grandir la compassion qui est en nous et qui est tellement nécessaire dans notre société. Avec l'humeur de Tenno, cette compassion va être propagée très, très, très facilement. Et nous allons, comme ça, plus prêts à recevoir ces partages. 3 sœurs et 3 frères. Oui, bien sûr. Venez en arrière de moi. Et puis tout le monde va chanter, mais on a des représentants devant nous. Venez avec la guitare. Hein. Ajoutez la crème à notre tarte au pécan. Représentant de Sherbrooke.
Namo Avalokiteshvaraya. Namo C'est à votre tour, mon cher Tiango, de parler d'amour. Je vous remercie tous. C'est à la fois un plaisir et un bonheur d'être au village et d'être ici parmi vous. Je suis honoré.
Hier soir, il faisait un peu frais. Est-ce que ceux qui et celles qui dorment dans les tentes ont pu quand même bien dormir? Oui. C'est froid, hein? 11 degrés. L'autre n'est pas là, monsieur Thọ Trường. Non. Anh Thông? Non plus. Les deux instructeurs merveilleux de Qigong. Vous avez bien suivi les leçons. C'était des plus grands spécialistes de Qigong dans notre communauté vietnamienne. Vous avez eu de la chance, nous avons eu de la chance de les avoir. Alors hier, je remercie mon frère Kili d'avoir fait, de nous avoir donné un cours sur la mécanique des fluides. Et je remercie Pierre Bellavante pour l'invitation de la cloche d'une manière très calme et douce. Merci beaucoup. Et je présente mes mots de bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver aujourd'hui. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais une personne très spéciale. Elle s'appelle Madame Lien. Veuillez, oui. C'est l'épouse de notre grand frère, John. Merci. Donc ça fait bientôt presque 5 ans que je ne suis pas venu au village. Il y a eu beaucoup de changements. Des changements plutôt positifs, comme j'ai vu que le village s'embellit. J'ai nommé le nom de Thọ Trường, le premier instructeur, et on l'appelle Claude par son prénom. Plus simple. Claude avec l'aide de beaucoup de monde. Michel, Catudal, Francine. Je ne connais pas tout le monde qui faisait partie de son équipe. Patrick, qui sont venus souvent au village. Didier, que je n'ai pas encore rencontré, qui ont transformé beaucoup le village. Particulièrement une œuvre, presque une œuvre d'art que je vous invite à contempler et à regarder, le jardin de la permaculture. C'est tellement joli. Avez-vous vu comment la haie, la clôture est faite? Savez-vous comment cette clôture est faite? Oui? Est-ce qu'il y a des clous? Non. Est-ce qu'il y a des cordes? Non. Un peu. Et c'est merveilleux. La technique fait en sorte que ça ne bouge pas tellement. J'étais impressionné par cette manière de poser des arbres qui ont été battus par les tempêtes. On a pu récupérer, d'après ce que j'ai compris. Et parmi cette visite de l'œuvre d'art de Claude et ses frères et sœurs, j'ai pu découvrir une plante. Je n'ai jamais connu ça et ça s'appelle la monarde. Alors, je vous invite de chercher cette plante. Elle a une senteur formidable. Et apparemment, ça peut être une plante médicinale. Je vais essayer aujourd'hui. Je vais faire une tisane vers midi. Ceux qui aimeraient goûter avec moi viennent me voir. Je ferai une petite, petite marmite. Ouais. Et je vous invite à venir partager. Surtout Claude Émile. Claude est là? Ton rhume va mieux? Bravo. Sinon, il paraît que c'est une plante qui guérit bien des infections. Alors, on a chanté Avalokiteshvara. Pour les Vietnamiens, c'est une bodhisattva très priée. En vietnamien, on appelle avec le nom Quan Thế Âm. C'est la bodhisattva qui peut entendre la voix, qui peut entendre le son. La voix et le son des gens qui font appel à l'aide. Elle viendra nous aider. Ma mère, elle priait beaucoup
Quantum à chaque fois qu'elle rencontre une difficulté ou un problème quelconque. Namo Quantum Bhottat. Namo, ça veut dire hommage. Hommage à la Bodhisattva Avalokiteshvara. Bhottat, ça veut dire Bodhisattva. Namo Quantum Bhottat. Donc ça, on chante ça en vietnamien aussi. Alors quand j'étais petit, je fréquentais entre l'âge de 5 ans et 8 ans une école primaire dans un petit patelin qui se trouve à côté de Xuân Lộc, où j'étais né. Xuân Lộc est un petit village qui se trouve à peu près 1 heure et demie de Saigon. Mes parents ont quitté le Nord à cause de la guerre et de l'arrivée des communistes. Ils ont émigré au Sud. Et c'est là où mon père travaillait. J'ai grandi dans un petit village tranquille. Vous savez, la vie d'autrefois était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. On jouait beaucoup dehors. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, il y avait un petit peu de radio. Et c'est tout. On jouait beaucoup dehors. Et puis, c'est pas par quelle transmission des germes de mes ancêtres, j'étais très espiègle quand j'étais à l'école. Alors j'étais souvent puni. Et les sœurs, c'était une école des sœurs catholiques, nous punissent avec, parfois, avec une règle, et on tape sur vos doigts. Aïe aïe! Et puis c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une belle écriture. Parce que on utilise beaucoup les plumes et l'encre. On n'a pas de stylo à billes comme aujourd'hui. On a un encrier, et puis j'adore ça. Et puis à chaque fois, on peut recevoir aussi une tape dans le dos. Comme dans notre tradition avec le maître Lâm Tế, il paraît qu'en Chine, les gens faisaient de la méditation et ils passaient derrière le dos et vous atteignez l'éveil. Bingo! Non. Mais dans mon cas, des fois, c'était des push-ups debout. Alors, on a un petit coin qui s'appelle le coin des petits vilains. Le coin des coquins. En anglais, c'est naughty corner. Naughty corner. Et puis, des fois, je suis puni devant toute la classe. Et le push-up est comme ceci. On tire sur les oreilles. 150 fois. OK, ma soeur. 1, 2. C'est long, 150 fois. Et des fois, la soeur, elle est distraite. Et nous, on triche. 48. 52. Donc, à très jeune âge, j'étais déjà initié au Qigong. Mais pas aussi bien que vous. Et grâce à ça, mes oreilles s'allongent. Et je deviendrai comme un jour Bouddha. Qui est mon vin? Et c'était des bons souvenirs. La vie était beaucoup plus simple. Les petits déjeuners, on n'a pas comme aujourd'hui. C'était beaucoup de riz glutineux. Soinep. Ah oui? On a aujourd'hui. Le matin, le petit déjeuner, c'est que du riz glutineux. Du riz avec des maïs, du riz avec des fèves rouges, du riz avec des fèves jaunes. Et on parsème avec des graines de sésame, un petit peu de sel, un peu de jus de coco. Tout ça, on n'a pas de feuilles de plastique ou de papier aluminium. C'est des feuilles de bananier.
Et puis on coupe un morceau de tige du bananier et c'était notre cuillère. C'était bon. Aujourd'hui, on a tellement de choix. La vie est devenue de plus en plus compliquée. Au point où les jeunes, quand on a eu des rencontres de famille, des réunions de famille des fois, les jeunes, ils ne se parlent plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils pitonnent. C'est un verbe québécois. Pitonner. Ça ne se parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Va jouer dehors? Non. Wow! La vie a beaucoup changé. Mais j'essaie de donner des conseils à mes filles. Et puis, je pense qu'elles m'écoutent bien. Pas de télévision, pas d'iPad, pas d'iPhone. De temps en temps, c'est comme un cadeau, un bonus quand ils font des bonnes choses. On leur donne une demi-heure de jouer avec l'iPad. Mais c'est pas facile. C'est l'invasion secrète, comme Thay disait souvent. Ce que nous inventons revient nous dicter. Il y a un verbe vietnamien très joli, khống chế. On est contrôlé par nos propres inventions. Voilà un peu du passé. Je continue avec mon plan. Comme je vieillis, il faut un reminder. Alors, on parle maintenant de la prise des 14 entraînements. J'étais de nature activiste de mon bas âge parce que mon père était un interprète dans l'armée française. Et j'ai vu beaucoup de soldats vietnamiens, des Viet Minh, qui étaient des résistants qui luttent pour l'indépendance du pays, qui étaient capturés par les Français. Et à l'âge de 5 ans ou 6 ans, j'ai déjà vu les tortures que les soldats français ont fait subir à les soldats Viet Minh. Donc cette image m'a resté marquée et j'ai toujours une envie de me lever contre l'injustice. Et parfois ça pourrait nous coûter cher, mais c'est plus fort que moi. Alors je deviens très bas âge un activiste. Un activiste, c'est simplement quelqu'un qui est plus actif dans la vie. On s'engage dans la société, on s'engage dans la vie de la Sangha. Et quand vous prenez les 14 enseignements, vous vous engagez à vivre en pleine conscience le plus souvent possible. C'est l'entraînement numéro 7. C'est un engagement. Et parfois, quand on est en pleine conscience, on est un peu éveillé. Chen Ngo, mon nom. Mais quand on n'est pas en pleine conscience, parfois on est devenu Chen Ngo, le niaiseux. Mais parfois, on est neutre. Chen Ngo, vous voyez l'accent? Ngo. 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 Ngo, c'est le vrai maïs. Ou c'est moins pire. True corn. Or, on s'engage à vivre en pleine conscience. C'est tout un engagement. Et puis, il y a le numéro 9 qui vous incite à exprimer votre voix quand il y a de l'injustice. C'est un engagement. J'ai risqué de mettre la vie des gens en danger à cause de ça une fois. Mais il faut mesurer le pour et le contre avant de soulever votre voix. Je vous raconterai ça une autre fois. C'est une longue histoire que j'ai passée au Vietnam avec mon cher Claude. Donc on est devenu activiste.
Et dans ma vie d'activiste, j'organise aussi des soirées musicales pour la cueillette des fonds. En toute ma vie, j'ai beaucoup aimé chanter. Quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'étais membre de la chorale catholique de l'église catholique de Sunlop. À 6 ans, vous savez, on chante des chants catholiques. C'est des très beaux chants. Mais mon but, ce n'était pas pour appel les grâces de Dieu. Mon but, c'est de pouvoir me baigner dans la piscine de l'archevêque après le chant. C'était la condition. Si tu fais partie de la chorale, tu auras accès à la piscine. Here we go. En arrivant à Québec, j'étais toujours enthousiasmé pour vouloir présenter la culture vietnamienne aux étudiants québécois à Laval. Et je formais tout de suite une équipe de chant. On est allé partout. La deuxième année, mon ami Guy est arrivé. Très talentueux, il joue au violon, il joue la guitare, la flûte aussi. Incroyable. Donc avec Guy et 2 autres, on a formé un groupe qui s'appelle les chansonniers bohémiens. En vietnamien, les Zu Ca. Et on est allé chanter partout pour présenter le folklore vietnamien. On a été invité à la télévision, on a chanté à Radio-Canada, Canal 4 à l'époque, noir et blanc, pas de couleur. On a été invité à l'Expo 67, représentant le Vietnam, devant 800 personnes au pavillon chrétien. On a été célèbres. Vous avez eu de la chance. Et c'est un très beau chant. Et si vous êtes souriant et gentil, on vous présentera ce chant lors de la méditation de thé demain soir. Et une fois, on a chanté à la télévision pour 7 minutes. À la fin de la présentation, on nous donnait un chèque, $400 pour 4 personnes. Wow! On est allé présenter ça, il dit non, vous ne pouvez pas encaisser ce chèque. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas membre de l'Union des artistes du Québec. Oh! Donc il faut s'inscrire, les 4. On paye les frais. On encaisse, il nous reste chacun $14. On a acheté chacun une chemise. Et cette fois-là, c'était le grand bonus parce que on présentait aussi des chants pendant une demi-heure. Vous savez, avant qui? Avant l'arrivée de Gilles Vigneault. On est célèbre, vous savez. C'était des beaux souvenirs. Et en 1983, j'ai organisé aussi une chorale pour cueillir des fonds pour aider les réfugiés Boat People. Et puis on a pu, avec l'argent, accueillir une famille vietnamienne des îles de Pulau-Bidon. C'était à Québec même. Et puis le groupe de Village des Érables était bien présenté. Il y avait notre frère Jen Singh, son épouse Kim Tuan, Ted Luli, enfin tout le monde était là. Chant. Ouais. Et puis récemment, j'ai participé aussi en 2017 à une chorale à Montréal pour cueillir les fonds pour aider les victimes du désastre naturel. Formosa, à Vũng Áng, au Vietnam. Vous savez, c'était une compagnie Formosa qui fabrique de l'acier. Et par erreur ou par vouloir, ils ont déversé 9 millions de litres de déchets toxiques dans la baie de Vũng Áng, créant un désastre incroyable sur 250 km de plage entre Vũng Áng et Thừa Thiên, les 4 provinces du centre du Vietnam. Des millions de poissons mouraient, flottaient sur la rive.
C'était incroyable. Alors pendant le temps que les gens s'œuvrent à débattre, nous avons organisé une chorale à Montréal dans le but d'aider quelques victimes avec l'argent que nous avons cueilli. Et récemment, je poursuis ma carrière de chant. J'ai participé à une autre chorale à Montréal il y a 2 ou 3 semaines. Et j'avais eu l'honneur et le plaisir d'accueillir Trish, qui est venue nous voir chanter. C'était bien, Trish? Oui. Pendant 3 heures, on a eu du fun. Et l'argent sert pour une bonne cause. Donc c'était un peu la vie activiste dont je suis. Et je poursuis mon plan. Hier soir, j'ai tout mis ça sur papier parce que j'ai tendance à oublier. Alors, en 2018, j'ai été frappé par une maladie très grave. Alors, les docteurs ne savent pas trop quelle est la cause profonde. Alors, cette maladie, heureusement, j'écoutais mon corps. Et puis, je me sens tellement fatigué. J'ai envie beaucoup de dormir. Et je n'aime pas beaucoup manger. J'ai perdu l'appétit. Donc, avec ces 3 symptômes qui sont venus, je m'alarmais quand même un peu. Donc, je suis allé tout de suite voir notre docteur de famille. Heureusement aussi qu'elle a le flair, parce que ce n'est pas toujours vrai que les médecins de famille vont pouvoir ou être alarmés. Parce que parfois, elle peut penser que c'est une grippe ou une infection quelconque. Tiens, les antibiotiques, rentre chez toi et ça va peut-être aller mieux. Non, elle m'a demandé de faire passer un test de sang tout de suite. Et vous savez, le test de sang, notre sang, il y a des composants qui sont les marqueurs de notre santé. Et par l'analyse du sang, j'ai passé le test un jour, le lendemain, elle m'a appelé à la maison. Tu dois aller tout de suite à l'urgence. Wow! Dans ma vie, je n'ai jamais pris de médicaments. J'étais peut-être admis une fois à l'urgence quand j'étais en Afrique, parce que j'ai eu un accident. J'ai travaillé sur un projet d'énergie éolienne et la pale a percuté mon doigt. J'ai encore des marques, le sang coulé. L'urgence était une clinique en pleine brousse, puis ils n'ont pas d'anesthésie. Puis les aiguilles étaient comme rouillées. Ils voulaient passer 4 sutures. Wow. Brûle tes aiguilles avant, mon ami. Après, ils ont fait... C'était la première fois avec l'urgence. Mais cette fois-ci, l'urgence, je ne connais pas ça, moi. J'ai préparé j'avais ma valise, mon laptop. C'est comme si j'allais à l'hôtel. À l'urgence, on m'a fait attendre pendant 8 heures sur une chaise. Il n'y a même pas de banc pour que vous puissiez vous allonger. 1 heure du matin. Personne ne vous a pas encore touché. Mon sang vietnamien remonte. J'étais devenu malin. Ben, il faut que je me défende. Hein? J'ai trouvé une chambre, il n'y avait personne dedans. Il y avait un lit vide. Fais dodo, petit. Nicolas, fais dodo, tu auras du lolo. À 3 heures du matin. Oh, c'est là que vous cachez. Ils m'ont réveillé. Et on passe tous les tests. Le CT scan, l'ultrason, les rayons X, l'électrocardiogramme.
quoi le cinquième? Un scan, un CT scan, oui, c'est fait. Rayon X, ultrason. Ah. Oui, il y a ça aussi. Et puis aussi électrocardiogramme. Oui, il y avait un scan aussi de la tête. Puis ils ont confirmé ce que le médecin de famille a trouvé. Vous devrez aller tout de suite au département de néphrologie. Dans ma vie, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Vous avez dit, toujours espiègle, nécrologie. Le docteur était pas content. Après, ils m'ont expliqué. Néphrologie, ça vient de néphrite. Néphrite, c'est les reins. Le spécialiste ou le philosophe grec qui a découvert ces maladies du rein. Donc mes reins étaient attaqués par mon système immunitaire. Mon système immunitaire a été rendu trop fort. Vous savez, le cancer, c'est l'autre système immunitaire trop faible. Là, c'est l'autre. Tiango. Pas Tiango. Et puis, c'est ça, c'est conclu. Là, ils m'ont passé devant le spécialiste qui doit prendre des échantillons de votre rein. Et ils vous couchent à l'endos, au ventre, et ils vont passer une aiguille dans les reins. L'aiguille est longue comme ça. Et puis tout en faisant ça, il y a l'anesthésie locale. Et ils vous montraient sur l'écran. Vous pouvez voir comment l'aiguille entre dans vos reins par l'ultrason. J'inspire. Je sais que ça va venir. Slash! Aïe aïe! Non, ça faisait pas mal. Et je voyais l'aiguille qui entrait dans mon rein. Il faut 4 fois comme ça pour pouvoir avoir suffisamment de cellules pour déterminer quel est le dégât. Et puis, je regarde le docteur comme ça et je vis son nom. J'espère que je ne ferai pas rire ou ferai rire Karima. Docteur Ahmed Malek. Alhamdoulilah. Je vais-tu mourir, moi? Et il a fait une farce, il a dit, ici, on n'a jamais tué quelqu'un. Quel humour, hein? OK. Et que, finalement, avec les cellules, ils ont déterminé que ce que je souffre, c'était vraiment la maladie auto-immunitaire. Mais mon système immunitaire était trop fort et ils ont envoyé des cellules pas très gentilles, peut-être à cause de l'infection quelque part. Ils attaquent une partie de ce corps où se trouve l'infection. Alors après, c'est la médecine conventionnelle, vous savez. On traite tous les symptômes. Hein? Ce n'est pas la médecine fonctionnelle, mais c'est plutôt conventionnel. On coupe là où vous avez mal, plutôt que de chercher la cause profonde. Alors dans mon cas, ils m'ont fait passer 7 fois devant une machine à laver. Enfin, ça ressemble à une machine à laver. Vous asseyez, vous allongez sur le lit. Tout votre sang traverse une machine, comme une pompe centrifuge, pendant 3 heures. J'inspire. C'est énervant. J'expire. Et on enlève 2 litres de votre plasma à cause de la force centrifuge. Tout ce qui est lourd est envoyé plus loin. On est qu'un accueil. Les cellules sont toutes dans le plasma. Ils nous montraient, ils jettent dans la poubelle. Une séance comme ça dure 3 heures. Et en tout, j'ai passé 7 fois.
Donc ça fait 14 litres de plasma enlevé. Et c'est grâce à ça on a pu sauver mes reins. Et c'est peut-être grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Mais je dois prendre des médicaments pour contenir mon système immunitaire. Sois pas trop fort, toi, là. J'inspire, je t'embrasse. Voilà un peu de ma troisième partie de vie avec ma famille, les Bleus. Hein, Michel? Où est Michel? Notre chef de famille. Et voilà, maintenant, je vais vous présenter ma causerie. Je vais présenter un PowerPoint. Voici mon PowerPoint. Tadam! J'ai parlé déjà de la permaculture. La langue vietnamienne, quelqu'un vous a donné un cours. Combien qui ont pris le cours? Combien de personnes? 3, 4, c'est pas pire. Vous savez que le Vietnam a été dominé par les Han. Les Han, c'était une nation en Chine à cette époque qui était très fort. Les Han envahissent partout. Et puis la langue Han, chữ Han, la langue chinoise, le caractère chinois, est arrivé au Vietnam au IIe siècle. Donc à l'époque, on écrit comme chinois. C'était le gouverneur, il s'appelle Si Nhiếp. Et notre maître Thich Nhất Hạnh a parlé de Si Nhiếp dans son livre sur le maître Tăng Hội. Il a introduit le caractère chinois. Et puis les Vietnamiens voient que ce n'est pas suffisant. Donc on a combiné les caractères chinois pour faire notre propre langue à partir de ces caractères-là. Et on a inventé le chữ Nom. Vers le VIe siècle, on a les caractères chinois propres à nous. Et vous savez que dans la partie de leur langage Nom, nous avons un célèbre essai littéraire qui s'appelle Le Conte de Kieu. Si vous avez la chance de lire ce conte, Thầy a donné une retraite de 21 jours sur l'histoire de Kieu, cette jeune fille qui a traversé tellement de problèmes dans sa vie. C'est une histoire très, très, très intéressante à lire. Alors, il y a la traduction en anglais, The Tale of Kieu. Mais en français, c'est Le Conte de Kieu. Par Nguyễn Du. Nguyễn Du était l'auteur de ce conte, écrit originalement en langage Nom. Alors, quand on lit des fois la langue de Molière, c'est la langue française. La langue de Shakespeare, c'est la langue anglaise. Et on lit des fois la langue de Nguyễn Du, c'est la langue vietnamienne. Pour faire l'équivalence. Et on est heureux, entre 1600 et 1700, de l'arrivée des prêtres jésuites, portugais et français. Et eux, ils ont appris le vietnamien et ils prêchent en vietnamien. Et ils utilisent une façon pour se rappeler. Et quand un de ces fameux prêtres jésuites, dont le nom est Alexandre de Rhodes, c'est lui qui a fondé l'écriture vietnamienne aujourd'hui. Quand il est mort, on a découvert son calepin. C'est intelligent. Pourquoi on n'adopte pas cette manière pour notre langue? Depuis ce temps-là, c'est fini le caractère chinois. Et on a inventé le Quốc ngữ, chữ Quốc ngữ, la langue vietnamienne actuelle. Depuis 1900, c'était devenu vraiment inscrit dans notre histoire. Et moi, j'ai grandi avec chữ Quốc ngữ. Un kỹ. Trần Anh Đức, il était fort, il a su comment écrire en chinois. Trần Cơ aussi est très fort. Mais moi, je ne connais pas tellement. Je connais comment écrire mon nom, Vinh, en chinois. Je vais faire, et Monique pourrait peut-être m'aider.
Merci. Donc, vous voyez, la langue vietnamienne, il y a 6 intonations, comme quelqu'un vous en a parlé déjà. Juste le mot ma. Vous voyez la différence? Ma. Ma, fantôme. Ma, maman. Ma, mais. Ma, tombe. Ma, cheval. Ma, jeune pousse de blé, de riz. Et donc, si vous prononcez mal mon nom, comme je disais tantôt, vrai éveil, vrai maïs, ou le niaiseux. Donc, s'il vous plaît, appelle-moi par mon vrai nom. Alors, je vous présente par la suite les 3 côtés de la souffrance, les 3 aspects. J'aime pas le mot souffrance, parce que dukkha, ça veut dire plutôt insatisfaction. On n'est pas satisfait. Souffrance, c'est vraiment fort. En fait, ce n'est que des mots, n'est-ce pas? Et dukkha, dans la langue sanskrit, c'est surtout l'insatisfaction. Alors, dukkha, dukkhata, ça c'était la première souffrance. La souffrance causée à votre corps et votre esprit, d'une façon directe. En vietnamien, c'est khổ, khổ. C'est le premier enseignement du Bouddha. Quand il s'est éveillé, il a donné le premier discours aux 5 frères Kodana. Et ce discours est très important. Ça s'appelle le discours de faire tourner la roue du Dharma. Et dans ce sutra, il a parlé des 8 grandes souffrances. Les 8 grandes souffrances, je parle de souffrance. Je ne touche pas au sutra. Dans ce sutra, il a parlé de 8 grandes souffrances. Et moi, qui étais ingénieur, j'adore les nombres du Dharma. Tout ce qui est nombre, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Et puis, vous savez, en Vietnam, on a eu de la chance. On a un moine qui était sorti du monastère, il est devenu laïque comme nous. Un jour, il a décidé d'écrire un livre sur tous les nombres du Dharma possibles, les plus importants. Et il l'a donné comme cadeau au village pour vendre pour une cueillette de fonds pour le village. C'est vraiment bien fait. Donc, nous, quand on prenait les 14 entraînements, il nous a incité d'apprendre tous les nombres du Dharma. Et les 8, c'est quoi? La naissance, la maladie, la vieillesse. La maladie, j'en ai connu, moi. La vieillesse, c'est dur de vieillir. Hein? Et la mort. Et après ça, il y a aussi association avec ceux et celles que vous n'aimez pas. Après ça, il y a aussi dissociation avec ceux et celles que vous aimez. Ça vous arrive de quitter quelqu'un que vous aimez, c'est une souffrance. 7, et le dernier, c'est... Ah oui, le 6, le 7, c'est votre aspiration qui n'était pas assouvie, arrivée, réalisée. Moi qui voulais devenir un philosophe, quand je finissais mes études, je m'étais inscrit à la faculté de philosophie. Mon père retire ton application parce qu'il pense que je ne gagnerai pas bien ma vie. Va en médecine. I don't like it. J'aime pas ça. Vous savez comment les parents vietnamiens. Mon aspiration n'était pas satisfaite. Donc ça, c'est une souffrance. Et le dernier, c'est quand les 5 skandhas ne sont pas en harmonie. Les 5 composantes de votre corps. Quand vous avez mal au cou, hein? Céline connaît ça, vous n'êtes pas bien.
Donc, quand une partie de vos 5 skandhas n'est pas en harmonie avec le reste, c'est une souffrance. Ensuite, il y a le samkhara dukkha. Ça, c'est qui a parlé hier un petit peu sur le non-soi. Le non-soi, on peut parler d'un vide. Vide de quoi? Vide d'une identité propre. On n'a pas une identité propre. On a besoin de l'air, on a besoin d'oxygène, on a besoin de toutes sortes d'affaires. On n'a pas une identité propre. On est fait des éléments qui ne sont pas nous. La table, par exemple, a 4 pieds, n'est-ce pas? Et une partie en haut, et on appelle ça table, mais en fait la table est faite avec des éléments non tables. Si je prends un pied, je l'enlève, la table collapse. Ça, c'est la souffrance due à une détérioration, à une disparition d'un élément de votre composition. À cause de ce vide, à cause de ce non-soi. Donc, c'est profond comme souffrance. Et puis, vous avez le viparinama dukkha, qui est une souffrance qui est due à l'impermanence. Qui aussi en a parlé. La table avec 4 pieds. Un pied casse. Ça, c'est spatial. Mais au moment où c'est arrivé, c'est l'impermanence. Donc, l'impermanence, c'est surtout en fonction du temps. Et les Vietnamiens, on adore ça. Quand on ne sait pas à qui on blâme, c'est l'impermanence. C'est facile. On blâme toujours l'impermanence. On dit la vie est impermanente. Do not worry. Ne t'inquiète pas. Mais quand l'impermanence frappe, on souffre. Ça peut nous arriver n'importe quand, n'est-ce pas? Donc, avec la pleine conscience, on s'y prépare pour ne pas être en panique. Voilà. Donc, je passe par la suite à quelque chose de plus intéressant. La composition de notre esprit. Comme quelqu'un disait hier, notre esprit est composé de 51 formations mentales. Donc, je fais rapidement, sans aller dans les détails. Je vous invite à lire le livre de Thay sur l'explication de la manifestation de l'esprit. Je ne sais pas si c'est traduit en français. Oui, hein? Ça s'appelle comment? Merveilleux. Et là, dans ce livre-là, il explique comment notre esprit fonctionne. Et puis les 51 formations mentales, il y a 5 universelles, 5 particuliers, 11 bénéfiques, c'est des formations qui nous aident, 26 non bénéfiques. On n'est pas bien fait. 26. Ça nous donne la vie difficile. Hein? C'est pas juste. Et puis 4 intermédiaires. Je passe seulement à 5 universelles parce que celle-là travaille dans toutes les couches de la conscience, partout. On a 8 en tout, et ces 5-là fonctionnent dans tout. D'abord, le contact. Être en contact avec. Je passe dans un shopping, dans un centre d'achat, et je vois un beau manteau. Je porte attention. Je développe une sensation. Et que je serais bien dans ce manteau-là. Et je continue de marcher un peu, j'ai la perception. C'est hiver, je sors avec ce manteau-là. Je commence à avoir une perception. Non, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, je rentre chez moi. Une semaine plus tard, je repasse devant le même magasin. Tada! Volition. J'ai acheté le manteau. Voyez comment les universels fonctionnent. Donc c'est très dangereux
quand on n'a pas la pleine conscience. Attention, voilà, attention, c'est la clé de notre pratique. Prochaine diapositive. Attention, il y a deux sortes d'attention. Il y a l'attention saine. Attention en sanskrit, c'est manaskara. Attention saine, manaskara yoniso. Saine, c'est parce que cette attention-là vous amène à faire des belles œuvres. Des belles œuvres. Des œuvres qui vous apportent du bien et qui apportent du bien aux autres. Et il y a aussi l'attention qui vous amène à prendre des décisions et des actions pas très gentilles. Ayoniso. Et à ce niveau, la personne qui pratique le plein conscient doit faire attention avec la pleine conscience sur l'attention ayoniso. Parce que c'est malgré nous, hein, on est fait avec tout ce que les ancêtres nous donnent, et puis l'éducation de famille, on est conditionné, on est en contact, on a une bonne sensation, on a une attention non ayoniso. Tadam! Dangereux, hein? Mais grâce aux entraînements de pleine conscience, c'est comme un appel, des conseils. Des conseils. Oups, devrais-tu dire ça? Les deux entraînements numéro 8 et numéro 9, je dois avoir un langage aimant. Ah ah! Les entraînements de plein conscient aident. L'éducation de famille aussi, quand on a grandi dans un environnement aimant et aimable, on devient respectueux. Et aussi notre propre compréhension. On voit cela, mais on essaie de comprendre c'est quoi les conséquences si on prend une telle décision. On mesure avec notre cœur et notre compréhension. Il faut y avoir le cœur aussi, compassion, avant de prendre la décision. Une fois que l'attention a été amenée. Donc, on a parlé des entraînements et la pleine conscience. Encore quelques minutes de plus. La pleine conscience, ça c'est quelque chose qu'il faut faire un peu de recherche. Vous savez, la Sangha de Québec, bien organisé, merveilleux. Ça a été un cahier préparé depuis un certain temps. Et dans ça, vous trouvez presque tout, particulièrement une traduction de 50 versets de la manifestation de l'esprit, qui est tellement si bien faite. Et puis le chemin de la pratique, c'est à partir de 43 jusqu'à 50. Et cette traduction est par Lily Roseland, qui est l'enseignante de MPC. Est-ce qu'il y a des gens de MPC ici? Ah, il y en a plein. Et c'est une très belle traduction. Et la pleine conscience est expliquée dans ce livre Métamorphose de l'esprit, sur ces 5, 43 à 50, où vraiment pratiquons la respiration consciente pour arroser les graines de l'éveil. Donc nous avons cette graine de l'éveil et la vue juste, qui est une fleur qui va s'épanouir. C'est beau, hein? Tout comme le soleil éclaire et fait croître la végétation, la pleine conscience illumine et transforme toutes les formations mentales. Donc vous allez voir que tout s'explique tellement bien. Donc nous avons en nous cette graine. Et pendant la retraite, on arrose énormément cette graine. Et vous allez m'aider à énumérer ce que nous faisons ici. C'est quoi la première patente?
qui arrose. On respire, bravo. Donc, respiration consciente. C'est important d'ajouter le mot conscient parce qu'on respire tout le temps sans le savoir. Autre pour arroser. Le silence, bravo. La cloche, bravo. La cloche de pleine conscience. Le sourire, oui, qui nous rappelle à être en pleine conscience. Qui porte la joie aussi. La nourriture, ça nous aide à être en forme. La bonne nourriture. Mais il faut manger en silence. Hein? Il faut manger en pleine conscience. L'écoute. Ça, c'est compliqué un peu. C'est déjà un peu plus. L'écoute. Michel pratique l'écoute. L'arrêt, oui. Stop. Samatha. L'arrêt. Parce que sans l'arrêt, on ne peut pas contempler. La bienveillance. La bienveillance. Wow! Ma liste s'allongeait. La compassion. La compassion. Qui a dit ça? Wow! On pensera toujours à Avalokiteshvara. L'amour. L'amour, oui, c'est comme la compassion. Non? Différent, hein? Un amour inconditionnel? Pardon? L'amour inconditionnel? Voilà. Wow, ok. La grande amour. L'amour avec un grand A. Hein? Le discernement. Oui, le discernement. La liste s'allonge, j'aurai plus de place. Et toutes nos méditations assises et marchées. Hein, les périodes de méditation assises et marchées. C'est aussi pour arroser les graines de l'éveil. La parole aimante. Parole aimante. La joie. Là, La joie. la joie. La relaxation totale. La compréhension. La compréhension. Ralentir. Ralenti, compréhension. La liste s'allonge. L'observation. Parce qu'on s'arrête, on peut mieux observer, bien sûr, observer. Le non-soi. Ça, c'est, oui, mais ce n'est pas une pratique. Mais ça peut arroser si on contemple. Oui. Oui. Alors, le non-soi. Rigoler. 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 Ah, c'est pas pire. Donc, une retraite est bénéfique pour arroser. Les marché, les entraînements de pleine conscience, les discussions du Dharma, enfin, il y en a plein. J'aurais envie de parler plus, mais on peut. Encore quelques minutes. J'ai encore une autre diapositive. Tadam! Alors, dans le bouddhisme, il faut qu'il y ait des conditions favorables pour que quelque chose se manifeste. Alors, dans le bouddhisme Mahayana, on parle de 4 conditions. La cause principale et puis les conditions de développement. La cause principale, c'est comme la graine de la pleine conscience. Les conditions de développement, c'est tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure. Et il y a aussi conditions objet. Il faut y penser, hein, il faut avoir l'attention. On rentre chez nous puis on oublie tout ça, mais ça ne marche pas. On n'arrose pas.
il faut avoir un objet de perception. Mon épouse, quand elle voyage beaucoup, elle est loin du pays. À chaque fois qu'elle m'appelle à la maison, au lieu de dire comment tu vas et je t'aime, elle disait, as-tu oublié d'arroser mes plantes? Awareness. Et puis continuité. Si on fait un soir puis on oublie pour le reste de la semaine, c'est pas fort. Mais si on peut s'asseoir et méditer peut-être 20 minutes par jour, ça aide beaucoup. Donc il faut une continuité. Si on arrose, on oublie d'arroser, les plants vont mourir. Mais Claude Todd-Young, il a une pensée. Il n'est pas souvent au village. Vous savez comment il a fait pour arroser? Il a un robot, tout programmé. Même s'il n'est pas là, il assure la continuité d'arroser son jardin de permaculture. Vous allez voir son système si vous voyez de près. Donc, c'est des cas de conditions importants. Mais quand je travaille en ingénierie, souvent on n'a pas tout ça à déceler facilement. Les ingénieurs de la compagnie Toyota ont inventé la méthode de 5 pourquoi. Alors, si quelque chose ne va pas, pourquoi? Why? Ça, c'est mes petits-enfants à l'âge de 5 à 7 ans demandent toujours ça. Pourquoi? Why? Tout le temps. Des fois, on n'a pas la réponse. Tais-toi. Shut up. Non. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais des fois, on n'a pas la réponse. Et les pourquoi, ça aide. Et puis, j'ai appris les 5 pourquoi quand dans mon travail. Un jour, j'ai déjà raconté ça une fois. La compagnie Honda était venue tester une voiture. Alors, vous savez, dans mon métier, la voiture est montée sur une balance. Puis on fait venir le vent. C'est pour compléter le cours de mécanique de Keynes. Et on mesure la traînée. Alors, les voitures de course ont une traînée très faible. Les camions ont une traînée énorme. Alors, la traînée est définie comme la force que le vent pousse sur la voiture, sur une formule qui contient la vitesse au carré. Alors, les clients, ils arrivent très tôt le matin. Ils font toujours 2 rafales consécutives. Première rafale, 10 minutes plus tard, une autre rafale. Ils n'ont rien touché. Et là, ils ont reçu, si c'est le même chiffre, c'est bon. Ils commencent bien la journée. Mais des fois, on arrive à avoir 2 traînées différentes. Et cette journée-là, très froide, dehors, moins 25, la traînée a une différence d'à peu près 5%. Les clients n'étaient pas contents. Et je travaille dans un domaine où il y a beaucoup de stress parce que les clients, ils ont toujours le dernier mot. Vous êtes comme l'esclave qui travaille pour un maître. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta soufflerie? J'inspire. Wow, time out. Marche pas pour mes pieds, toi. J'expire. Ils sont forts, hein? Les mots, ils vous traitent comme vraiment. Donc, mais, grâce à la respiration, on se contient, mais on s'affaire à trouver pourquoi. Donc, le premier pourquoi la traînée est différente. On est allé examiner les mesures. La vitesse semble être pareille. Les forces sont différentes. Deuxième question. Pourquoi les forces sont différentes? Et on va voir qu'est-ce que c'est. Les forces sont mesurées par une lame dans la salle de balance. La lame fléchit et la lame indique un changement de voltage. Et grâce à ça qu'on mesure la force. La lame semble parfaite, mais pourquoi la force a changé? On a appelé la compagnie qui fabrique la lame. Ta lame, là, elle est fonction de quoi? De l'élongation, la force qui est sur ta lame, et aussi de la température.
Oh, la température. Hey Michel, c'est quoi la température dans la salle de balance? On est allé examiner la température. La température est différente entre deux rafales. Pourquoi la température est différente? Oh, comment je sais, moi? Là, un jeune étudiant de l'Université Laval, très jeune, Martin Deslauriers, jeune, à peu près 30 ans quand il est venu joindre l'équipe. Je ne sais pas s'il pratique la pleine conscience. Il dit, Vin, je crois qu'il y a une rafale dehors. Tout l'air de ce grand bâtiment, subitement, qui donne lieu à un changement de température. Parce que la salle de balance est quand même comme une salle. Hein? Pour changer la température subitement comme ça prend un gros. Est-ce qu'il y a une rafale dehors? À cette époque, il n'y a ni cell phone, ni email, pas de courriel. Comment qu'on fait? Mais comme on est à côté de l'aéroport, Martin toujours, il appelle l'aéroport. Et l'aéroport, ils ont un genre de coupole. Il enregistre le vent continuellement. Et nous envoyait un fax. Et effectivement, entre 6h25 et 6h45, il y avait un gust, une rafale dehors, entre ces deux rafales du vent que nous avons effectuées pour le client. J'ai suivi le langage des assureurs ontariens. J'étais allé voir mes clients. J'ai dit, Jim, it's an act of God. Oh, ils n'ont pas ri. Ils n'ont pas trouvé ça drôle. Tu nous niaises, Vin. L'acte de Dieu. Hein, c'est un désastre naturel, ça. Comment je peux contrôler le vent? Act of God. Je ne peux rien faire. Donc, Martin, très intelligent encore. Vin, on va aller chez Home Depot. On achète 25 ventilateurs petits et on installe des petits ventilos partout dans la salle. On fait marcher ça 24 heures sur 24. On brasse l'air. Donc, s'il y a un vent comme ça dehors, il n'y aura pas le temps d'influencer la température de la salle de balance. Donc, seulement à 4e question, pourquoi, on a presque réglé le problème. Donc, les 5 pourquoi sont importants. Mais pour une maladie comme le cancer, on peut poser 34 questions et on n'arrive pas encore à trouver c'est quoi la cause profonde du cancer. On sait le processus du cancer. On ne connaît pas la cause profonde. Mais en ingénierie, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas capable de répondre à une question, vous avez maintenant une réponse. Act of God. Voilà, je m'assois pour écouter les dernières cloches de son. Et je vous remercie infiniment. Notre cher Thien Ngo. Call me by my true name. On a beaucoup de plaisir de vous voir ici. Et vous savez, c'est pour ça aussi que nous, des fois, on insiste un petit peu sur la langue vietnamienne. Parce que le village des Érables prend ses origines avec la venue
des immigrants d'origine vietnamienne. Ben, d'ici peut-être 10 ans, il n'y aura plus des gens d'origine vietnamienne. Hein? Mais alors vous, chaque personne de vous, vous savez, ah, j'ai connu le temps où il y avait des gens d'origine vietnamienne. Et c'est ça le but. C'est pas seulement le vietnamien ou le roumain ou quelque autre langue. Il y a toujours un côté tendre pour chaque personne, n'est-ce pas? Comme le français, n'est-ce pas? En fait, le français, pour nous, on a un peu un côté tendre aussi. Voici ce que je propose. Parce que le repas formel va prendre un peu de temps. Alors, je ne sais pas qui va guider la méditation marché. On va écouter un petit peu la méditation marché aujourd'hui. Et puis, on prendra un peu de temps pour s'organiser. Et je pense que bien que Michel a préparé des signaux, des signes scouts pour qu'on puisse aller prendre notre quête, faire notre quête dans la cuisine. Et puis, Michel et Sylvie vont vous indiquer comment le faire d'une façon ordonnée pour la... Mais, oui, en bas. Oui, c'est ça. Oui. Mm-hmm. Ouais. Et puis, elle m'a oublié la suite d'idées. Non, c'est bon, allez-y.